Alors voilà, nous avons créé ce parti, c'est fait. Et en premier lieu, je voudrais remercier évidemment tous ceux que vous avez entendus à l'instant, les fondateurs, Florence, Vincent, Loïc, Roland, Sarah, Mathieu, Anne-Sophie et Sandrine. Et puis mention spéciale pour Gersande, sans qui, oui, merci, vous pouvez l'applaudir. Cette matinée, on la lui doit. Et même plus que ça, beaucoup d'éléments que vous ne voyez pas sont vraiment dus à son investissement et à ses convictions sans faille. Et puis aussi Inès, qui nous a beaucoup aidés, Adam, Loïc, Anis, Christophe et Yann, qui nous ont aidés pour l'organisation de cette journée, nous ont donné un beau petit coup de main. Donc merci à tous d'avoir porté avec moi cette idée au cours des derniers mois. Je tiens à préciser, et j'insiste là-dessus, c'est que ce parti a vocation à devenir un parti à beaucoup de visages. Vous en avez vu certains là, j'espère qu'il y en aura d'autres. Je le dis parce que vous dites on attend que Yann parle, mais c'était très intéressant d'avoir entendu aussi les autres, et je tiens beaucoup à ce qu'on soit un parti à multiples visages. Voilà, donc merci aussi à tous ceux qui sont venus aujourd'hui et dont j'espère que beaucoup d'entre vous, si ce n'est tous, allez prendre votre carte et adhérer à ce parti, être les premiers adhérents. On a besoin de vous pour évidemment franchir les étapes suivantes. Alors, créer un parti dans la période actuelle, ce n'est pas un pari facile. Brice Lalonde, tout à l'heure, nous a dit qu'il nous prévoyait des années difficiles et des mois difficiles. C'est un pari que certains ont dit être un pari fou. Mais regardons un petit peu les choses telles qu'elles sont. La politique serait, dit-on, mal vue des Français. Je n'en suis pas si sûr. Elle a toujours été décriée, depuis longtemps que c'est comme ça. L'est-elle plus aujourd'hui qu'avant ? Je n'en sais rien, personnellement. Ce que je sais, c'est que la dépolitisation n'est pas bonne pour la démocratie. Jamais. Elle crée un vide qui est bien vite rempli par les mouvements les plus radicaux. On le voit aujourd'hui en France, et je crois que c'est très exactement ce qui aujourd'hui menace notre pays et notre démocratie. Avez-vous d'ailleurs remarqué un point, un détail, qui n'en est peut-être pas un en réalité ? Quand on regarde la représentation politique à l'Assemblée nationale, la majorité des parlementaires sont issus de partis qui ont renoncé à tout fonctionnement démocratique. La plupart ont choisi un mode de fonctionnement où toutes les décisions sont prises par un seul homme ou une seule femme. Quel rapport à la démocratie peuvent entretenir des élus issus d'un tel mode de sélection du personnel politique qui compose leur groupe ? C'est une vraie question. Je vous assure que ça me travaille depuis quelque temps, et je pense que, en tout cas pour nous, je peux vous assurer que nous allons veiller à un fonctionnement démocratique, contrairement à ces partis qui aujourd'hui deviennent le modèle, et qui d'ailleurs ne préoccupent aucun journaliste. C'est peut-être un premier point sur lequel donc je veux m'appuyer pour justifier la création de notre parti, celui de la pluralité politique et démocratique. La simplification à l'extrême du paysage politique avec un parti central, avec quelques alliés dont la colonne idéologique est objectivement faible, et deux ailes radicales à droite et à gauche, est en soi un sujet sur lequel nous devons nous mobiliser pour recréer en France plus de diversité, notamment dans cet espace situé entre ces deux trop puissants pôles extrêmes. Pluralité donc, et plus précisément dans l'offre politique qui est celle de l'écologie politique. J'ai l'intuition que notre époque fait de l'écologie, mais j'enfonce certainement une porte ouverte, un champ politique de plus en plus important, qui, faute d'offres plurielles, s'est écrasé et marginalisé dans l'extrême gauche. Il est des chemins comme celui de l'écologie qui sont incontournables. Plus personne ne peut faire sans. Mais si celui qui vous propose un chemin, si celui qui vous propose ce chemin est inquiétant, voire loufoque ou repoussant, évidemment que vous préférez ne pas y aller sur ce chemin. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour tous les électeurs, militants et élus sincèrement écolos dont nous sommes, il est insupportable de penser que la seule offre politique écolo soit aujourd'hui d'être alignée derrière Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise.
Il est insupportable de laisser jour après jour l'écologie se ridiculiser et nous laisser entraîner dans ce triste spectacle. Nous n'avons rien à voir avec cette écologie consternante alors que nous sommes écologistes. Une des premières raisons d'être de la création de notre parti, c'est de nous distinguer, d'offrir une alternative politique pour un vote écolo pragmatique. Nous voulons offrir aux électeurs écolos un autre bulletin de vote. La droite, comme la gauche, ont une aile radicale et une aile modérée. L'écologie a son aile radicale, c'est le moins qu'on puisse dire, on le voit tous les jours. Il est temps qu'existe en France pour l'écologie une aile modérée. Et c'est cela que nous faisons en créant les écolos. Certains ont dit que nous étions un parti écolo de centre-droit. Oui, beaucoup d'entre nous, beaucoup des fondateurs, nous avons une histoire à droite ou au centre-droit ou au centre. Moi-même, j'ai une histoire politique qui a démarré chez les Verts. Je rappelle que c'était à une époque où leur positionnement était le ni droite ni gauche. Je le redirai à des journalistes qui souvent me demandent si j'ai fait un grand écart. Non, pas du tout. J'ai toujours été constant sur ma ligne, mais ça, tout le monde l'oublie. Et je l'ai poursuivi dans un parti centriste qui a eu une envie d'ouverture à l'écologie, devenu aujourd'hui quelque peu faible. Je m'excuse auprès de ceux qui sont membres encore de ce parti, mais c'est une réalité. Ce que disent nos histoires respectives, c'est que l'écologie n'a pas toujours été de gauche, et que dans bien des situations, des écologistes ont su travailler avec la droite. Dois-je rappeler que d'éminents écologistes ont conseillé l'action de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy, que ces conseils ont eu des résultats notoires, qui furent des avancées environnementales essentielles. La charte de l'environnement, qui a été intégrée à la Constitution, la loi sur l'air, le Grenelle de l'environnement. Certains esprits chagrins diront que ces gouvernements de droite n'ont pas été assez loin. Je reviendrai sur cette notion de pas assez loin un peu plus loin, mais comparons avec la gauche. Entre 1997 et 2017, la gauche a été au pouvoir pendant 10 ans. La droite également, pendant 10 ans. Je l'ai dit, le bilan de la droite, c'est la charte de l'environnement adossée à la Constitution et instaurant le principe de précaution, qui est un principe extrêmement important aujourd'hui, qui est utilisé par beaucoup de juristes et d'associations de protection de l'environnement. C'est aussi le Grenelle de l'environnement qui a été mis en place en 2007 à l'initiative d'Alain Juppé, et repris ensuite par Jean-Louis Borloo, qui a créé, je le rappelle, le fonds chaleur, le fonds déchets, qui depuis 15 ans finance les déchetteries, les centres de tri, la géothermie et les chaufferies bois. Tous les élus, les maires notamment, savent à quel point ces avancées, ces financements, ces fonds leur ont servi pour transformer leur commune. La gauche, à côté de ça, c'est quoi durant ces 10 dernières années ? Je suis incapable de vous faire la moindre mesure environnementale qu'ils ont pu prendre pendant les 10 années au pouvoir. Je cherche toujours, je n'ai pas d'exemple, je suis désolé pour eux, mais pourtant, dans les années de gouvernement de gauche, les Verts étaient à chaque fois dans les coalitions gouvernementales. C'est factuel ce que je dis, c'est vraiment, vous pouvez le vérifier. Nous avons donc cette lucidité et cette honnêteté de reconnaître que la droite a fait mieux que la gauche en matière d'écologie. Sans doute est-ce donc pour cela que nous sommes nombreux au sein de ce nouveau parti à faire le choix d'un travail avec cette droite qui, comme Alain Juppé, Jean-Louis Borloo, Michel Barnier, Nathalie Kosciusko-Morizet ou Chantal Joanneau, ont marqué la vie politique par leur engagement environnemental, mais aussi Valérie Pécresse, qui ont clairement intégré la question environnementale dans leur logiciel de pensée politique. Cette lucidité, c'est du pragmatisme et une volonté d'être avant tout efficace dans l'action. Nous sommes des écologistes et notre boulot, c'est de faire avancer l'écologie, avec celles et ceux qui sont prêts à la faire avancer avec nous. Tout à l'heure, Daniel Cohn-Bendit a dit quelque chose de très important. Il a expliqué comment, en Allemagne, les Grünen agissent. Ils établissent un programme et des mesures, ils portent ces idées ensuite dans le débat public, ils engagent ensuite des discussions avec d'autres forces politiques et élaborent des compromis qui constituent ensuite des plateformes gouvernementales, tant au niveau local que national. Les Grünen ont su construire des coalitions avec la droite. Ils ont gagné des élections avec la droite. Ils sont même aujourd'hui à la tête de plusieurs Länder et de mairies dans des coalitions avec la droite. Aussi avec la gauche, bien évidemment, mais c'est leur pragmatisme de faire le choix du partenaire en fonction des plus grands progrès sur la base de leur programme. Ce choix stratégique de faire avec celles et ceux avec qui il est possible de construire des accords leur a fait faire un bond important dans l'opinion publique allemande, un bond en crédibilité. Les sondages aujourd'hui leur accordent des espoirs même de pouvoir encore gravir plus d'échelons. Regardez d'ailleurs aujourd'hui dans la situation énergétique difficile dans laquelle est l'Allemagne, c'est un ministre vert qui a annoncé la prolongation de 2 centrales nucléaires.
Imaginez cela en France. On est aux antipodes de ce que sont les Verts français. Cette idée même de compromis est absolument fondamentale. Elle est constitutive de notre parti. Nous ferons des propositions, aussi ambitieuses que possible, mais aussi, nous savons aussi d'avance que pour qu'elles aient une chance d'être mises en œuvre, il nous faudra les négocier et les amender. Cela fait de nous un parti de gouvernement, toute proportion gardée au regard de l'enjeu que ça peut recouvrer, mais ça fait de nous un parti de gouvernement au sens où nous acceptons d'avancer le principe de compromis. Oui, le pas à pas, nous le revendiquons. Car quelle est l'alternative des écolos radicaux? Le commentaire, l'invective, le rejet, au motif que ça ne va pas assez loin, ce non à tout, ce refus d'avancer modeste au motif qu'elles ne sont pas majeures, aboutit au statu quo en réalité. Oui, nous revendiquons le fait qu'il vaut mieux avancer lentement que de ne pas avancer du tout. Cela fait une grande différence avec l'écologie radicale. J'ai en tête un exemple qui dit tout de ce qui fera notre différence. Certains l'ont évoqué, Gersand l'a dit tout à l'heure, nous avons la discussion et l'adoption la semaine dernière à la région Île-de-France du plan d'adaptation au changement climatique a été une démonstration. Le premier de cette ampleur, ce plan est d'ailleurs le premier de cette ampleur en France. 60 actions concrètes dont la plupart sont à la fois basées sur les recommandations d'experts et de scientifiques et aussi des solutions dites basées sur la nature telles que la végétalisation des villes ou la création de nouvelles zones humides. Le seul groupe politique qui a voté contre, devinez lequel? Europe Écologie Les Verts. Pourquoi? Parce que ça ne va pas assez loin. Qu'aurait été un plan qui va assez loin? Ils ont été juste incapables de le dire. Ce faisant, ils ont voté contre, tenez-vous bien, la désimperméabilisation de 5000 hectares, la création de 1000 fontaines à eau, d'abris climatiques à moins de 10 minutes de chaque francilien, la plantation de 2 millions d'arbres dans les villes, la résorption de 35 points noirs de trame verte, la restauration de 700 hectares de zones humides, le tout mobilisant une enveloppe de près de 1 milliard d'euros. Heureusement que les Verts n'étaient pas aux affaires en Île-de-France parce que nous avons adopté ce plan ambitieux et nous allons pouvoir le mettre en œuvre. La doxa, aujourd'hui, d'Europe Écologie, c'est étouffer tous dans des étés caniculaires et contentez-vous de regarder le malheur vous tomber sur la tête tout en dénonçant sa survenue. Ça n'est évidemment pas notre projet et ce n'est pas ce qu'attendent aujourd'hui les habitants et les citoyens. Mais écologie pragmatique, ça ne veut pas dire écologie triste. Je trouve, personnellement, qu'Emmanuel Macron a fait de l'écologie une question technique dénuée d'âme. Je passe sur l'usine à gaz gouvernementale qui contribue à cette désincarnation et nous plonge dans les méandres administratifs complexes, voire kafkaïens dans la France, à le secret. Ce que je crois surtout, c'est que l'écologie doit être portée, non seulement par des élus à tous les niveaux, mais aussi par les citoyens que nous sommes, tous. Les solutions ne sont pas que techniques, même si beaucoup d'entre elles existent, et on l'a entendu ce matin, nous voulons une écologie de conviction, une écologie du vécu, une écologie voulue, avec ce souci de ne pas seulement faire les choses parce qu'il faut les faire techniquement, mais aussi parce qu'il faut les faire moralement. C'est cela, l'écologie positive. Un mot sur cette accélération que veut engager le gouvernement sur les énergies renouvelables. Bien sûr qu'il faut accélérer, mais que ne l'ont-ils fait plus tôt? Cela a été dit ce matin. Depuis 5 ans, il y a une forme d'hésitation qui nous met dans la situation énergétique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et l'Ukraine n'a malheureusement rien à voir là-dedans. Ils ont hésité sur le nucléaire, ils ont hésité sur le renouvelable, ils ont hésité sur la sobriété. Résultat des courses, durant le dernier mandat, rien n'a avancé. Pas plus le nucléaire que le renouvelable ou la sobriété. Si l'accélération des énergies renouvelables est souhaitable, je formerai néanmoins une alerte et une proposition. L'alerte, c'est que certains articles de la loi ont de quoi nous inquiéter et ont de quoi inquiéter les amoureux de la nature. À juste titre, j'invite le gouvernement à faire preuve de modernité en matière d'écologie, à savoir ne plus jamais, que ce soit pour ce projet de loi ou pour tous les autres, séparer les enjeux climatiques des enjeux de biodiversité. Les deux sont liés, les deux sont d'égale importance. Ce serait une grave erreur que de développer les énergies renouvelables au détriment de la nature et de certains signaux d'alerte aujourd'hui ont de quoi nous inquiéter et inquiètent les associations de protection de la nature et je crois qu'elles ont raison d'être inquiètes. La proposition est de porter la question de la sobriété sur des bases plus pérennes que le simple « passer l'hiver », fut-il en col roulé. Lors du congrès des régions de France,
la présidente de Région de France, Carole Delga, également présidente de la région Occitanie, a fait la proposition que la rénovation énergétique du logement, aujourd'hui largement pilotée par l'État, tant du point de vue réglementaire que financier, soit portée uniquement par les régions. Ce serait un acte très concret de décentralisation qui permettrait, j'en suis certain, de gagner en efficacité dans le bâtiment, de gagner en efficacité dans la rénovation énergétique du bâtiment, qui est un sujet absolument colossal et essentiel au regard justement des enjeux climatiques. Les régions connaissent leur territoire, savent les contraintes climatiques, travaillent au quotidien avec les communes, et donc elles seront un accélérateur des économies d'énergie sans pareil, et donc des réductions des gaz à effet de serre dans ce secteur du bâtiment. En lien avec les départements, elles pourront également combiner cette action sous un angle social. C'est effectivement un angle extrêmement important à avoir à l'esprit, car qui dit rénovation énergétique des logements, dit baisse de la facture énergétique et dit donc augmentation du pouvoir d'achat. Nous avons une lourde tâche devant nous, car construire une offre politique, elle se fera avant tout sur le fond. C'est ce sur quoi nous voulons axer notre travail. L'écologie de gouvernement, c'est peser pour obtenir des changements. Obtenir des changements, c'est définir lesquels, les prioriser, ne pas se perdre dans les détails, construire la proposition qui sera la mesure qui s'appliquera dans le pays, dans sa ville, ou dans le département, ou dans la région. Travaillons à cela en perspective des prochaines élections locales, européennes et nationales. Être une écologie de gouvernement, c'est préparer les compromis qui fondent ensuite un programme d'action dans un gouvernement. Et donc pour cela, il va falloir préparer les points sur lesquels nous voulons avoir des avancées. L'année 2023, croisons les doigts s'il n'y a pas de dissolution, est une année sans élection, a priori. Ça nous y aidera normalement. Donc très concrètement, nous vous proposons 5 chantiers qui vont se traduire par des groupes de travail qui nous paraissent être le sujet clé à creuser dans les prochains temps. Un premier sur les enjeux climatiques, évidemment, ça a été un sujet ce matin largement débattu, avec une attention particulière sur le diptyque consommation-production d'énergie. Consommation d'énergie qu'il nous faut durablement et sérieusement envisager à la baisse. De nombreuses technologies, notamment numériques, peuvent nous aider. Le vaste chantier de la rénovation de notre parc immobilier manque singulièrement de souffle et de résultats. Je fais la proposition que ce soit les régions qui s'en occupent. Du côté de la production, le mix énergétique nucléaire et ENR, qui a pourtant été acté depuis longtemps dans la stratégie du pays, s'est totalement pris les pieds dans le tapis. Le gouvernement semble avoir pris la mesure du problème, mais restons prudents sur la mise en œuvre, notamment la bonne articulation avec les enjeux de biodiversité et de paysage. Je pense aussi que nous devons enfourcher le chantier maintenant prioritaire, que nous avons enfourché en Île-de-France, de l'adaptation au changement climatique, qui est resté trop souvent et trop longtemps le parent pauvre, et qu'il va falloir maintenant déployer à l'échelle nationale. Second chantier, second groupe de travail sur l'alimentation et la consommation, évidemment totalement en lien avec la question de la production agricole. Le monde agricole n'a jamais été aussi sous pression. Aux injonctions environnementales s'ajoutent maintenant les pressions climatiques, le tout dans un contexte où la plupart des agriculteurs vivent de plus en plus mal de leurs activités. Réussir la transition écologique de notre agriculture, notamment dans l'usage des intrants les plus problématiques pour la biodiversité et la santé, est donc un défi particulièrement complexe. Mais les invectives et le sentiment d'agribashing, qui est celui des agriculteurs, ne fera rien avancer. La méthode qui avait existé pendant le Grenelle de l'environnement avait permis le dialogue et la construction de compromis entre le monde environnemental et le monde agricole. Si on a réussi un jour, on peut réussir à nouveau. Dans ce domaine, plus encore que dans d'autres, la méthode à laquelle nous croyons, c'est le dialogue et le compromis. Et nous pensons que nous pouvons arriver à cela en relançant un tel travail. Troisième chantier, sur le vivant. Évidemment, vous l'avez compris, c'est un point important pour nous, pour refonder notre rapport au vivant non humain, incluant l'érosion de la biodiversité et le bien-être animal. Ça va de pair. Une majorité des Français ne supportent plus que nous ayons des comportements inhumains envers les animaux, et puis d'une certaine manière globalement envers le vivant. L'absence de prise en compte de cette exigence conduit à tous les excès et violences, de part et d'autre d'ailleurs. Apaiser, c'est tenir compte de ces demandes. Dans de nombreux domaines où nous utilisons, interagissons ou exploitons des animaux, des progrès importants peuvent encore être faits. Plus globalement, la nature sauvage doit retrouver plus de place autour de nous. La renaturation des villes et des délaissés est un projet de grande ampleur que nous devons faire monter en puissance. Nous devons par ailleurs améliorer sensiblement la coexistence entre les espaces naturels, les espaces sauvages
animale et végétale, et nos activités dans toute leur diversité, notamment celles qui restent aujourd'hui trop impactantes sur la nature. Un quatrième chantier sera sur l'économie circulaire, qui est un concept qui doit urgemment passer à la massification des meilleures pratiques, et c'est non seulement une réponse forte à bien des dégradations environnementales liées à l'exploitation excessive des ressources naturelles, dont certaines sont encore devant nous, ça a été évoqué ce matin sur notamment les batteries, mais c'est aussi un enjeu stratégique pour notre économie, dont des pans entiers sont aujourd'hui menacés par la raréfaction des matières premières. Enfin, un cinquième sujet, qui a son importance aussi, qui aura son importance et qui a déjà son importance, qui est l'eau. Avec le changement climatique, le cycle de l'eau se modifie et impacte de plus en plus fortement notre quotidien, nos économies et notre agriculture, et évidemment les écosystèmes. Voilà. Ces 5 chantiers sont des premiers chantiers qui auront en commun de penser des réponses à 4 niveaux en transversalité, qui sont les 4 niveaux de décision possibles, qu'il faudra bien déterminer en bonne intelligence et en étant clair sur qui fait quoi. Donc le local, le national, l'européen et l'international. L'international, ne pas oublier, c'est un niveau sur lequel Brice a dit un mot, sur lequel j'ai quelques connaissances également, qui n'est pas à négliger. Et je souhaiterais que nous puissions aussi avoir des réponses sur ces 4 chantiers, avec un focus sur les outre-mer, souvent les grands oubliés de nos politiques publiques, et qui pourtant sont, en tout cas pour un certain nombre de sujets environnementaux, des ressources extrêmement importantes, et notamment en matière de biodiversité, c'est là qu'elles se situent en grande majorité. Par ailleurs, nous allons nous structurer. Au plan national, nous allons mettre en place nos instances internes, c'est déjà un peu commencé. Un bureau composé de membres fondateurs a été mis en place. Un premier conseil national sera mis en place. Je lance d'ailleurs ici un appel à ceux qui souhaiteraient en faire partie, et nous le réunirons début 2023. Je parle là du Conseil national. Comme dans tous les partis, nous allons également mettre en place une structuration régionale. Au fur et à mesure que nous grandirons, nous mettrons en place des antennes régionales du parti. J'espère que nous pourrons, dès début 2023, présenter une architecture avec une représentation dans chaque région, en métropole, et je l'espère dans les Outre-mer également. Je veux aussi rappeler les innovations de notre parti, car nous devons innover dans ce mode d'organisation des partis qui, semble-t-il, est décrié, donc innovons. Nous avons décidé d'accepter la double appartenance, car il est temps de changer d'époque, d'arrêter avec les partis armés de soldats, dans la vraie vie, comme disent certains. Nous avons tous des avis nuancés, et partager 100% des positions et positionnements du parti n'est évidemment qu'une vue de l'esprit, à nous de faire preuve d'ouverture. Innovation encore, 10% du montant total des dons et cotisations seront versés à un fonds qui servira à appuyer les actions d'innovation d'écologie politique qui aillent dans le sens de nos valeurs et objectifs. Un jury sera mis en place et permettra de faire des choix chaque année de projets destinataires de ce fonds. Ayant dit tout cela, je me dis qu'on a perdu du temps, qu'on aurait dû faire tout cela beaucoup plus tôt. On l'a fait. Il n'est jamais trop tard pour agir. Merci à toutes et tous, et j'espère que vous allez nous aider à croître maintenant. Merci.